Hey tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast proposé par l'association Voyageons avec Mina dans le cadre de son émission du Petit Salon de Mina. Ce podcast s'intègre à la série de vidéos et d'articles proposés par l'association sur son site internet et sur sa chaîne YouTube. Vous retrouverez le lien du site internet dans la barre de description. Je suis Kali et c'est moi qui vais vous accompagner durant cet épisode. Ce format étant tout nouveau, le son ne sera pas des plus optimales, encore une fois, mais je remercie DPK Prod pour le montage effectué sur cet épisode comme sur le précédent. Je remercie également Priscilla, notre invitée du jour, atteinte de myopathie et qui est venue nous parler de son expérience de la maternité en étant en situation de handicap. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous retrouverez les liens de nos différents réseaux sociaux en barre de description, ainsi que le lien de notre cagnotte pour laquelle je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous retrouverez enfin le script de cet épisode sous forme d'article, si vous êtes plus à l'aise avec ce format. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis au prochain épisode. Bonjour Priscilla. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir en interview aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir plein de choses à discuter ensemble. En quelques phrases, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Priscilla, je suis myopathe et je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et demi en invalidité. Je fais un petit peu de temps dans l'association de Voyageons avec Mina en tant que bénévole, chargée d'événements et membre du bureau. Est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? En quoi est-ce qu'il consiste et qu'est-ce que ça représente au quotidien? Alors, j'ai une amyotrophie spinale infantile de type 3. Ça, c'est le nom officiel. Donc, je suis myopathe. Donc, c'est-à-dire que j'ai une maladie qui atrophie les muscles de tout le corps, mais principalement les membres inférieurs et supérieurs, donc c'est-à-dire les jambes et les bras. Mais il peut toucher tous les muscles du corps, donc ça peut être le cœur, les poumons. Mais ma maladie fait partie d'une catégorie où je suis la moins touchée au niveau du degré de mon handicap. Voilà, donc j'ai une maladie évolutive. Donc, c'est-à-dire que je perds progressivement la mobilité de mon corps. Et au quotidien, est-ce que tu es aidée par des auxiliaires, des infirmières Alors au quotidien, auparavant, je me débrouillais seule. Donc avec une autonomie moindre, mais bon, je me débrouillais seule. Et là, ça fait que depuis 2017 que j'ai commencé à avoir mes premières auxiliaires de vie. Donc en dehors de ça, je me déplaçais debout, jeune. Puis j'ai eu mon premier fauteuil manuel vers 9 ans. Et après, j'ai eu le fauteuil électrique. Et depuis 2011, je me déplace uniquement en fauteuil électrique. Parce que j'ai perdu la marche, du coup, définitivement depuis... sur la période de l'été 2011. D'accord. Voilà. Et du coup, depuis 2017, j'ai des auxiliaires de vie qui viennent à mon domicile, alors qu'avant, j'en avais pas besoin. Et du coup, ça a commencé par être quelques heures, puis ma maladie a pris un peu de marge. Et du coup, maintenant, j'ai 6 heures d'auxiliaire de vie par jour, du coup, sur la journée, tous les jours. Est-ce que tu as des rendez-vous type kiné, etc. pour Oui, j'ai du kiné, pardon. Ouais. 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Donc, du coup, voilà, à domicile. Ok. Quel a été ton parcours jusqu'ici? Type études, travail, voilà. Alors, j'étais très 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 mauvaise à l'école. À ce point, j'ai pas entendu ça, moi. Alors, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours classique jusqu'au collège. Donc, j'ai fait tout mon maternelle, primaire et collège dans des écoles et collèges classiques. Et j'ai été qu'à partir de ma première année de lycée dans une école spécialisée avec des personnes handicapées. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je suis devenue bonne élève. Ah oui, gros changement. Voilà, donc du coup, c'est là que du coup, j'ai fait un BEP secrétariat, métier du secrétariat. Et après, j'ai fait un bac pro secrétariat comptabilité. Et j'ai une année d'infographiste. Ok. Et ensuite, niveau boulot? Et niveau boulot, du coup, à la fin de mon année d'infographiste, je devais faire des stages. Et puis, c'est le travail qui m'a sorti de l'école. Du coup, on m'a proposé un poste à la sécurité sociale, où j'étais, enfin, je suis toujours, du coup, agent. Je suis
Je cherche l'intitulé exact. Je suis agent CPAM, du coup, et du coup, je travaillais dans le service Action Sanitaire et Sociale de la CPAM de l'Isère. Ok. On a à la grande tour de Malherbe. Ça marche. Pour reparler un petit peu du handicap, comment s'est passé un peu l'acceptation des changements, parce que c'est une maladie évolutive. Oui. Donc comment s'est passé un peu les différentes étapes, et notamment celle du fauteuil, quoi. Alors, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment vu la maladie évoluer, dans le sens où j'ai eu une progression très lente. Mhm. Donc du coup, c'est plus facile à accepter. Mais c'est si jamais je dois maintenant faire un marche arrière et de me dire ah ouais, en fait là j'ai perdu tout ça, Ouais. c'est là que ça fait mal. Ouais, quand tu t'en rends compte après Voilà, coup. c'est Quoi. ça, après coup. Mais quand ça se passe, quand tu le perds comme ça, enfin, je faisais pas spécialement attention. Puis j'étais surtout naïve un petit peu aussi pendant une grosse période quand je suis arrivée, du coup dans le lycée adapté. Ouais. Où du coup, toutes les personnes autour de moi étaient des personnes en situation de handicap. Ouais. Donc, c'était pas forcément en fauteuil, mais du coup, ils avaient un handicap. Et du coup, je me suis laissée, entre guillemets, tenter par le fauteuil qui était à disposition. Ouais. Et du coup, c'est ce que quand je perds quelque chose, je peux pas le récupérer. Ouais. Et du coup, j'ai progressivement perdu la marche comme ça. En utilisant le fauteuil, alors que... En ne sollicitant moins, en fait, la marche. D'accord. Et du coup, j'ai perdu petit à petit la marche. Alors, le sujet, entre guillemets, du jour, et ce qui nous avait semblé assez intéressant d'évoquer dans le cadre de ces interviews, c'est le lien entre handicap et maternité. Oui. Donc, tu as un enfant. Oui. Comment s'est déroulée déjà la décision d'avoir un enfant et ensuite la grossesse, quoi. Bon, déjà, j'ai toujours voulu être maman. Déjà parce que je suis issue d'une famille nombreuse. Donc, j'ai 5 frères et sœurs. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Donc, du coup, j'ai toujours voulu être maman. Ça a toujours été, même malgré mon handicap, ça a toujours été un souhait. Et en fait, une fois que je me suis mariée, le projet commun, c'était du coup d'avoir des enfants. Enfin, au moins un enfant déjà. Et du coup, on a fait des tests parce que du coup, ma maladie est génétique. Ouais. C'est pas lié à un accident, ni à un problème lié à la naissance, c'est vraiment génétique. Donc du coup, j'ai fait des tests en génétique avant de tomber enceinte. Du coup, pour voir si les gènes porteurs de ma maladie pouvaient poser problème soit déjà pour ma grossesse, mais aussi du coup pour mon enfant. Et donc du coup, il a fallu faire des tests du coup auprès de mon mari à l'époque et du coup de moi pour faire des compatibilités. Et en fait, j'ai su parce que j'ai mis 11 mois avant de tomber enceinte. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, et le parcours génétique est très long aussi. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai eu les résultats du fait que mon fils, au pire des cas, serait porteur. Et au meilleur des cas, il n'aurait rien. D'accord. Il serait sain. J'ai eu les résultats, du coup, 2 jours après avoir su que j'étais enceinte. D'accord. Voilà. Donc, oui, quand même. Donc, du coup, ça a été... Le bon timing. Voilà, c'est ça. Bon timing, je sais pas, parce que du coup, ça aurait pu être une mauvaise nouvelle, mais du coup, ça aurait été une bonne. Donc, du coup, j'ai eu un enfant qui, pour l'instant, du coup, on lui a pas fait de test génétique, mais en tout cas, qui, lui, est valide. Voilà. D'accord. Et ensuite, l'étape de la grossesse, est-ce que tu as eu d'autres craintes? Est-ce que ça s'est fait en plusieurs étapes? Est-ce que, je sais pas, à un moment donné, il s'est passé quelque chose et tu t'es dit, mince, je crains pour sa santé, par exemple, ou pour la tienne aussi, d'ailleurs? Alors, moi, j'avais des craintes plus au niveau de ma santé à moi, de comment j'allais subir, entre guillemets, parce que j'avais peur, la grossesse, parce que ça veut dire prendre du poids, ça veut dire... j'avais pas d'auxiliaire de vie à cette période-là. Ouais. C'était mon mari, entre guillemets, qui faisait les transferts s'il y avait besoin d'aide. Donc, en fait, je me débrouillais seule. Et du coup, finalement, la grossesse s'est très bien passée. J'ai même adoré être enceinte. D'accord. Si c'était moi, j'aurais gardé mon fils à l'intérieur. À l'intérieur. Parce qu'au moins, je le protège de tout ce qui est à l'extérieur. Du coup, c'était vraiment... c'est quelque chose que j'ai adoré, être enceinte.
D'accord. Voilà. Après, j'avais des craintes pour lui, parce que malgré que la génétique dise qu'il y a peu de risques pour l'enfant, il y a quand même des risques que potentiellement il y ait d'autres choses, entre guillemets. Voilà. Après, je suis une maman handicapée, mais je suis aussi une maman normale, tout court. Donc, il peut y avoir n'importe quoi qui pourrait se passer que l'enfant ferait qu'il y aurait un souci. C'est ça. Donc, du coup, j'ai quand même eu peur. Parce que on sait jamais, 9 mois c'est long. C'est ça. Voilà. Mais finalement. Est-ce qu'il y avait un risque que la grossesse joue sur l'évolution de ta maladie ? C'est un gros point parce que du coup, la grossesse, ça fatigue. Oui. Et qui dit fatigue, dit que du coup, je suis encore plus fatiguée. Et du coup, potentiellement, ça pouvait jouer, enfin, ça a pu jouer sur l'évolution de ma maladie, oui. Malgré que ma maladie est quand même très. Pas qu'elle est particulière, mais c'est-à-dire qu'elle évolue principalement sur le virus de la grippe. Ouais. Donc c'est un des virus qu'il ne faut jamais que j'attrape. C'est ça. Voilà. Il faut que tu t'éloignes des personnes avec la grippe, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est là-dessus qu'en fait, entre guillemets, ma maladie évolue le plus. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un de lambda va être malade une petite semaine. Moi, je peux être malade un mois. Ah oui. Voilà. Et du coup, ça peut m'affaiblir encore plus par la suite. D'accord. Donc du coup, la grossesse m'a fatiguée, oui. Mais je l'ai quand même bien vécu. Ça m'a pas plus d'accord que ça. Donc rien à signaler de vraiment non qui t'aurait vraiment non je suis allée jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai accouché à terme, à une semaine du terme, enfin voilà, comme un accouchement classique. Voilà, c'est ça. Et pour parler un peu plus de la connexion entre handicap et maternité, comment ça s'est passé quand ton fils est arrivé ? Est-ce qu'il a fallu prévoir une prise en charge spécifique tout de suite, par exemple pour aider au quotidien, si tu pouvais pas te charger de certaines choses à son égard, ou est-ce que comme tu étais mariée à l'époque, ça a pu se faire au sein de la famille, il n'y a pas eu à demander des aides humaines ou des aides matérielles extérieures ? Concrètement, pour une maman en situation de handicap, quoi qu'il arrive, il faut un minimum d'adaptation à la maison. C'est-à-dire que potentiellement, mon handicap fait que je peux pas, par exemple, récupérer mon fils au sol, des choses comme ça. Donc, il faut un minimum d'aménagement pour la maison. Après, au niveau aide, donc ça, c'est de l'aide technique. Ouais. Après, de l'aide humaine, j'ai eu une fin de grossesse particulière, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que j'étais pas très soutenue par mon ex-mari. Ok. Donc, du coup, l'hôpital s'en est très vite rendu compte. C'est-à-dire que le papa était jeune et c'est pas senti papa tout de suite. C'est-à-dire qu'il voulait être papa, mais une fois que c'était arrivé, le déclic est pas... c'était plus vraiment le moment pour lui. D'accord. Voilà, il était en plein dans une crise d'adolescence, post-adolescence. Tardive. Voilà. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, du coup, l'hôpital m'a proposé de faire un retour à domicile, mais avec un suivi proche. D'accord. C'est-à-dire que déjà, en temps normal, pour une maman qui lambda, qui accouche, elle va rentrer à domicile, elle aura un suivi avec une sage-femme. Oui. Du coup, par la suite, sur les quelques jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Sauf que moi, du coup, j'ai un suivi plus. D'accord. C'est-à-dire que du coup, elle venait tous les jours au tout début. Et puis, la condition pour que j'ai un retour à domicile qui se fasse dans de bonnes conditions, du fait de mon handicap et du fait que j'étais pas spécialement soutenue, et que je suis éloignée de ma famille aussi. Oui. Parce que physiquement, géolocalement, je suis loin de toute ma famille. Oui, donc là, tu étais un peu seule face à ça. J'étais un peu seule face à ça. Et donc, du coup, ils m'ont proposé de mettre en place, ils appelaient ça des ISF, c'est des travailleurs sociaux. Oui. Voilà, qui viennent comme en tant que protection de l'enfance, voilà, du coup, pour faire quelques heures par-ci par-là, pour me soutenir, m'aider sur des choses que je pourrais pas faire seule ou les choses comme ça à la maison ou dans le quotidien. D'accord. Voilà, donc du coup, j'ai eu cette aide-là qui a été mise en place. Et du coup, dans l'ensemble, après, comme une maman normale, entre guillemets, valide, j'ai eu les mêmes craintes, c'est-à-dire que c'était mon premier enfant. Oui. Bon, j'ai eu des frères et sœurs plus jeunes, parce que je suis la deuxième, mais en dehors de ça, la grossesse, avoir un enfant à soi, le sien, c'était pour moi quelque chose de nouveau, quoi. Donc voilà. Après, et est-ce que tu as eu des surprises à sa naissance ? Tu t'es dit, j'ai pas pensé à ça, et peut-être avec
le handicap, par exemple, ça peut poser problème ou est-ce que c'était bien cadré, dès le début? On va dire que je suis quelqu'un de très adaptable. Mmh. Je passe ma vie à m'adapter, entre Ouais, guillemets, forcément. du fait de mon handicap. Donc du coup, en fait, quand mon fils est arrivé, l'adaptation pour moi, ça coulait de source. Mmh. C'est-à-dire que quelque chose que je peux pas faire normalement, je trouvais d'autres manières de le faire. Enfin, il y a eu plein de petites choses qui se faisaient que du fait de mon handicap, je peux pas le faire comme comme une maman lambda. Ouais, Et du coup, que j'étais obligée de trouver d'autres manières de le faire, ouais, du style quelque chose de très concret. C'est-à-dire que mon fils, quand il était au parc, par exemple dans le parc, ouais. pour récupérer mon fils, je le récupérais comme une maman prendrait son lionceau. Ah, c'est trop bien. C'est-à-dire que du coup, je lui attrapais le vêtement au niveau de l'épaule Ouais. avec les dents et je le soulevais pour le mettre sur mes genoux pour l'avoir sur moi une fois qu'il était sur moi. D'accord. Parce que concrètement, j'avais besoin de mes bras pour pouvoir me relever. Et du coup, vu que j'ai pas la force avec les abdos, parce que du fait de mon handicap, Oui, du coup, j'étais obligée de solliciter mes bras, mais je peux pas prendre mon fils et m'appuyer avec. Donc, Voilà. il fallait trouver une compensation. OK. Et du coup, c'était une manière de faire pour me débrouiller seule, du coup, et de m'occuper de mon fils toute seule. Ouais. Voilà. Parce que j'allais dire, quand il a appris à faire du 4 pattes et qu'il a commencé à aller se balader, pour aller le récupérer de ci, de là, C'est un peu ça. Alors, du coup, après, c'était un peu plus compliqué, mais voilà. Du coup, il a fallu pallier par des petits trucs par-ci, par-là. Enfin, après, en plus, mon fils a été très tonique. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, de base, l'enfant d'une maman en situation de handicap, suivant le handicap de la maman, l'enfant le ressent de toute façon. Ouais. Et il va évoluer d'une manière ou d'une autre. Et mon fils, dès la naissance, la maternité s'en sont aperçus tout de suite, c'est que mon fils était hypertonique. Ça voulait dire qu'il pouvait déjà se mettre debout, mais il avait déjà des réflexes, qu'il était déjà prêt à être autonome, entre guillemets. D'accord. Voilà, c'est un peu fort, mais bon, c'est un peu ça. Compenser un peu. Voilà. Et en fait, ouais. du coup, l'enfant s'adapte facilement au handicap dans le sens où, du coup, il pâlit. Donc, en fait, il a développé tout le côté moteur. Avant de développer le côté langage. C'est-à-dire que mon fils a eu un retard de langage qui est arrivé très tard. Il n'y avait que moi qui le comprenais. C'est simple. D'accord. Donc, du coup, mon fils a commencé à parler correctement. Il avait 4 ans et demi. D'accord. Voilà. Mais du coup, niveau moteur, il était totalement... pas autonome, mais il a marché rapidement. En avance par rapport aux autres. Voilà, en avance par rapport à un enfant d'une maman sans situation de handicap, quoi. Donc du coup, je sais que ça arrive souvent. Et du coup, vu que l'enfant peut pas tout développer en même temps, mon fils a fait le choix de développer le côté que maman elle avait besoin, c'est le côté moteur. Donc du coup, c'est pour ça du coup, il a été autonome plus rapidement qu'un autre enfant. D'accord. Comment s'organise une journée au quotidien, par exemple, aujourd'hui? Parce que j'imagine que entre tout ce que tu dois gérer de toi, de ton côté, niveau handicap, niveau maison, niveau peut-être boulot, niveau enfant, c'est des journées assez lourdes avec pas mal de choses auxquelles penser. Est-ce que tu as une organisation bien précise pour pouvoir gérer tout? Par exemple, ton fils va à l'école aujourd'hui. Donc du coup, si, au niveau organisation, déjà moi je suis obligée d'être levée par le service d'auxiliaire de vie. Donc j'ai un planning, c'est-à-dire que j'ai un planning déjà établi pour toute la semaine. Avec voilà, c'est un peu ça. J'ai des horaires fixes pour chaque chose. Ouais. J'ai très peu de place pour de l'imprévu, mais voilà, je fais avec. Donc généralement le matin j'ai les auxiliaires de vie qui viennent pour me lever. Après du coup pour que je puisse préparer mon fils. Donc généralement les auxiliaires de vie peuvent m'aider aussi à ce moment-là. Et après faut l'amener à l'école. Et c'est toi qui l'emmènes? Alors, actuellement, pas tous les jours, parce que du coup, mon fils est dans une école spécialisée parce qu'il est hyperactif. Ouais. Et du coup, il est dans une école qui est plus éloignée de la maison. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai aussi le problème que j'ai des auxiliaires de vie, avec un service d'auxiliaire de vie qui peine à avoir des auxiliaires de vie pour venir à domicile. Et donc, du coup, j'ai pas forcément les créneaux que je souhaiterais pour pouvoir gérer mon fils seul en totalité. Donc, le lundi, oui, j'amène mon fils à l'école. Mais par exemple, le mardi matin, c'est pas moi qui amène mon fils, c'est une des TISF, donc les travailleurs sociaux,
qui viennent et qui l'amènent. Et puis le mercredi, mon fils va pas à l'école, mais le jeudi et le vendredi matin, par exemple, c'est ma voisine. Je gère mon fils, moi, depuis mon lit. Ouais. Et en autogestion, mon fils, du coup, s'habille, déjeune avec ce que moi j'ai préparé la veille. Et ma voisine le prend et l'amène pour le déposer à l'école le D'accord. matin. Ok. Donc c'est une question d'organisation aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mais voilà, ça se fait. C'est pas forcément moi. Ça serait préférable que ce soit moi, mais c'est pas possible que ce soit moi. Bah, écoute, ça se fait comme ça se fait. Hein. C'est ça. Donc voilà. Donc après, tous les mardis, moi j'ai le kiné le matin. Après, le mercredi, j'ai des rendez-vous de mon fils. Oui. Le jeudi, rekiné, puis ainsi de suite. Donc il y a des rendez-vous un peu partout dans la semaine. Dans la semaine, je suis quand même bien chargée. Que ce soit pour toi ou pour ton fils. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a toi, certes, tu as besoin du kiné, par exemple. C'est ça. Mais il y a un enfant qui a besoin de beaucoup de choses aussi. C'est ça, exactement. Puis j'ai aussi les auxiliaires de vie qui sont au milieu. Sachant que j'ai 6 heures par jour d'auxiliaires de vie, donc il faut les placer et faire avec. Et est-ce que les auxiliaires de vie t'aident avec ton fils? Pas sur certains points? Alors, officiellement, elles sont pas censées. Ouais. Mais j'ai des auxiliaires de vie qui sont quand même maman, elles aussi, ou en tout cas qui comprennent ma situation et du coup qui sont là, elles sont dans le soutien en tout cas. D'accord. Si j'ai besoin d'aide, je peux leur demander de faire quelque chose pour moi que moi je peux pas faire. Enfin, voilà, donc elles sont quand même à l'écoute et elles répondent quand même aux attentes si j'ai besoin quand j'ai un souci que je peux pas faire moi avec mon fils par exemple. D'accord. Et est-ce que cette organisation, ça prend de la place sur la journée, sur la semaine. Est-ce que ton fils la ressent? Est-ce qu'il la comprend à son niveau? Et ça amène une question que je me suis posée ce matin même, pour te dire. Comment est-ce qu'il perçoit le handicap? Que ce soit le tien ou le handicap de façon générale. Est-ce qu'avoir une maman en situation de handicap, ça l'a un peu... ouvert à ce niveau-là? Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il t'aide au quotidien? Voilà, tout ce genre de choses. Alors, j'ai jamais officiellement posé la question à mon fils. Ouais. Comment il percevait le handicap de maman. Ouais. Mais vu que moi je suis divorcée, mais du coup je gère mon fils du coup seul. Mais du coup depuis que je suis avec lui, il sait que je suis en situation de handicap. Il le voit bien parce que dans les mamans, quand il était à l'école normale entre guillemets, quand il n'était pas dans l'école spécialisée, toutes les mamans à l'école, il y avait aucun parent en situation de handicap similaire ou même différent. D'accord. Donc du coup pour lui, mon fils, je suis handicapée, mais je reste un parent normal pour lui. Bien sûr. Il fait pas une différence particulière, juste il sait que maman elle peut pas faire ça, mais voilà. Du coup il se dit je ferai avec ma voisine ou avec son père ou des choses comme ça. Mais du coup c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui le dérange plus que ça. Juste si une chose qui moi m'a dérangée personnellement dans l'éducation de mon fils, c'est que, par exemple, une chose classique, c'est-à-dire qu'un parent veut jouer avec son enfant, il va s'asseoir, par exemple, par terre dans la chambre pour jouer avec son enfant, chose que moi, je peux pas faire. Oui, effectivement. Et du coup, ça, je sais que mon fils me pointe des fois là-dessus. D'accord. Sur le fait que, il aimerait faire des choses avec moi, mais que potentiellement, physiquement, je ne peux pas faire. Oui. Et du coup, je suis obligée de faire intervenir un tiers pour pouvoir faire. Et du coup, c'est frustrant pour lui parce que c'est pas maman, mais c'est frustrant aussi pour moi parce que je peux pas le faire avec mon fils comme je pourrais le faire naturellement si j'étais pas handicapée. Et par exemple, là, c'est dans le cadre un peu de la maison, jouer dans la chambre par exemple, mais est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais l'accompagner? Je sais pas moi, piscine, salle de jeu, trucs comme ça, où c'est plus compliqué et ça peut pas forcément se faire, ou alors avec beaucoup d'organisation encore une fois? Alors, concrètement, il y a ce genre de choses, mais je me débrouille toujours pour faire. Même si c'est pas moi qui vais être dans l'activité avec mon fils, c'est-à-dire que je vais accompagner, je vais être présente, mais du coup, je vais pas interagir avec mon fils. C'est-à-dire que oui, je serai là pour voir ce qu'il est en train de faire, pour le regarder faire, mais généralement, j'embarque une auxiliaire de vie ou une de mes voisines, une amie ou quoi, et du coup, c'est elle qui est, entre guillemets, missionnée pour faire l'activité avec mon fils. Mais voilà, mais ça, je le fais déjà à l'heure actuelle. On va à la piscine, je me baigne pas, mais je vais avec quelqu'un qui se baigne avec mon fils. D'accord. Voilà.
Voilà, enfin donc il y a des choses en dehors des choses où par exemple il faudrait que je prenne la voiture ou que ce soit plus loin et dans ce cas-là là je peux pas parce que physiquement je peux pas, je conduis pas en dehors de mon fauteuil. C'est déjà pas mal. Que je conduis H24 mais je conduis pas de voiture, mais c'est surtout que du coup en fait malgré qu'il y ait des activités que je peux pas faire physiquement, je l'amène quand même faire des activités, mais du coup c'est pas moi qui interagis directement. D'accord. Mais t'es toujours présente. Mais je suis toujours présente, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus frustrant du coup pour moi de le voir faire, en sachant que je peux pas faire, mais voilà, je l'empêche pas de faire. D'accord. J'essaye de pallier quand même à des souhaits, en sachant que moi je peux pas spécialement interagir. Oui, parce qu'il formule des envies et après toi tu cherches un peu comment. C'est ça, voilà, c'est ça. Comment accéder à ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est ça. Comme il a voulu faire de l'escalade, il a voulu faire du cheval, il va de la piscine, enfin les choses comme ça, ou des trucs que moi physiquement parlant, je peux pas spécialement, par exemple, ou au moins que ce soit très 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 accessible, mais c'est quand même pas spécialement. C'est pas la norme. Voilà. Donc du coup, je l'amène faire, mais voilà, c'est encadré, enfin voilà, c'est programmé, enfin c'est tout organisé à l'avance. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. On se dit allez tiens. Demain, t'as envie de ça, on fait ça. C'est ça, ça se programme, quoi. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes faire justement avec lui, ou peut-être là où vous êtes plus à deux, tous les deux, qu'est-ce que vous faites tous les deux? On joue à la Switch, à Mario Kart, Mario Party. Ouais. Voilà, les choses comme ça, où c'est des trucs, du coup, on peut faire ça à la maison tranquille. Mais après, si, on fait du dessin aussi. C'est quelque chose, de base, avant d'avoir mon fils, j'étais déjà un peu dans la création, donc du coup c'est quelque chose qu'il a récupéré. Donc il aime bien dessiner, il aime bien créer, les choses comme ça, donc du coup on fait ça. Puis après on fait des sorties, il aime la nature, il aime quand même bien se dépenser aussi lié à son hyperactivité. Donc du coup, faut essayer d'innover souvent, pas l'ennuyer trop, sachant qu'un enfant, on sait que ça s'ennuie très vite. C'est ça. Mais là, d'autant plus avec son hyperactivité, c'est compliqué. Mais bon, après ça. Faut toujours trouver de nouvelles choses. C'est ça. Pour l'occuper. Voilà. Et est-ce que justement, par rapport lié à la question de tout à l'heure sur comment il perçoit ton handicap, est-ce qu'il t'aide? Il sait à certains moments que tu peux pas faire ci ou ça. Est-ce que de lui-même, il vient t'aider pour certaines tâches, ou quand tu lui demandes, il n'y a pas de souci, il vient, je sais pas, récupérer quelque chose au sol ou t'aider à faire ci ou ça? Alors en fait, mon fils, de base, quand il était à la maison, si j'ai quelque chose que j'y arrive pas, je le sollicite, il fait. Sans rechigner ni rien du tout. Alors c'est reste un enfant, hein, c'est-à-dire que si je lui demande si je le sollicite pour ramasser quelque chose que j'ai fait tomber, il faut que je lui demande 3 fois. Mais ça reste un enfant normal, quoi. Oui. Mais voilà, il va le faire. Il rechignera pas. Il sait que je peux pas le faire. Il va le faire. Comme des fois, c'est pas prévu qu'on sorte. Puis à la dernière minute, on se dit on sort quand même. Typiquement, j'ai pas une auxiliaire de vie H24. Il sait que si je dois sortir, ou s'il veut que je sorte, il faut qu'il m'aide à enfiler la veste. C'est des choses qu'il fait. Voilà. Il est très doué pour ça d'ailleurs. J'ai vu en action la dernière fois. Voilà, donc il reste un enfant autonome, il reste un enfant à la place de l'enfant, mais il aide aussi. Si par exemple j'ai mal à un endroit et que par exemple à la jambe ou quoi que ce soit et que je le sollicite pour m'aider, pour bouger, il va le faire aussi. Pour lui, ça paraît normal. C'est parce que maman, elle a mal et du coup, il fait. Mais il se pose pas plus de questions, je pense, par rapport à ça. Après, comme j'ai dit, j'ai jamais posé la question. Oui, effectivement. Je ferais peut-être ça ce soir. Ça va être une bonne idée. Qu'est-ce qu'il en pense, comment il voit ça. C'est vrai, je me suis jamais posé la question. Du fait qu'il me pose pas tant de questions que ça. C'est vrai, c'était une de mes questions suivantes. Est-ce qu'il te pose des questions sur un peu ton fonctionnement des fois ou... Non, en fait, on est tellement dans... Enfin, mon fils et moi, on a été fusionnels dès qu'il a été petit, très vite. Peut-être même trop fusionnels. Mais bon, bref. On était fusionnels, quoi. Et du coup, en fait, pour lui, c'est normal. D'accord. J'ai des auxiliaires de vie qui doivent venir à telle heure. Chez moi, tout est à l'heure, à la minute près. Si l'auxiliaire n'est pas à l'heure prévue, il me dit mais il n'y a pas l'auxiliaire de vie. Voilà, il sait que j'ai des besoins fixes, il sait qu'il y a des choses que je peux pas faire seule. Donc pour lui, il y a des moments où il se pose la question. Et comment tu vas faire? Je sais aussi que quand il est pas avec moi, il se pose la question de comment je fais seule. Je sais que ça l'inquiète. Ah, c'est chouette ça. Donc ça, je le sais parce que du coup, quand il sort avec
avec des amis à moi, avec des auxiliaires de vie, et que je suis pas physiquement présente avec eux, ben, ils se posent la question. Mais maman, comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va arriver à faire ça? Et du coup, je sais que ça le met en souci de pas être présent, parce que quand il est à la maison, ben ça m'arrive quand même de le solliciter peut-être 1 ou 2 fois dans la journée pour ramasser quelque chose ou prendre quelque chose parce que physiquement je peux pas soulever, c'est trop lourd, des choses comme ça. Ben, par exemple, typiquement, quand je dis trop lourd, par exemple la bouteille d'eau, je peux pas la soulever. Mon fils, lui, il y arrive très bien. Donc du coup, c'est le genre de choses que, par exemple, mon fils, voilà, il se dit, mais quand je suis pas là, comment elle fait? Voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose que vous abordez en parlant, en discutant, mais par contre, il est tout à fait conscient de... Oui, qu'il y a des difficultés. Voilà, c'est ça. Mais il m'en parle pas à moi directement, par contre. Mais peut-être aussi parce qu'il a grandi dedans, donc oui, c'est ça. Je pense que pour lui, c'est quelque chose de normal, entre guillemets, mais du coup, ça l'inquiète de se dire que si lui, il est pas là pour m'aider, qui est là pour m'aider, en fait? Donc, je sais bien qu'il voit que je suis pas une maman lambda, mais du coup, moi, directement, je lui ai jamais posé la question. D'accord, ok. C'est vrai que ça n'a pas été un réflexe. Oui, bah, tu m'étonnes. Après, vous êtes tous les deux pris dans votre quotidien aussi. Donc c'est pas forcément une question qui se pose parce que vous fonctionnez comme ça naturellement, en fait. C'est ça. Voilà, ok. Ouais. Et est-ce que au moment où tu as décidé d'avoir un enfant, est-ce que tu as reçu des critiques ou rencontré des difficultés vis-à-vis de ta situation, vouloir un enfant en étant en situation de handicap? Est-ce que ça questionne les gens autour de toi? Est-ce que ça a questionné plutôt? Alors oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup je suis issue de famille nombreuse et que du coup j'étais pas du tout prédestinée pour ma famille, j'étais pas du tout prédestinée à avoir des enfants. Parce que pour eux, le handicap allait pas avec la maternité. D'autant plus que j'ai une maladie génétique, donc potentiellement mon enfant peut être malade. Et donc du coup, pour eux, c'était pas envisageable que du fait d'avoir une maladie où le muscle se fatigue très vite, conjuguer handicap et maternité, c'était pas possible pour eux. Ouais, double fatigue, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça a été, on va dire, un petit peu un choc pour eux quand je leur ai annoncé ma grossesse. Bon, sachant qu'ils savaient que j'avais un désir d'enfant, mais pour eux, c'était pas envisageable. Voilà. Pas dans la réalité des choses. Voilà, dans la réalité des choses, on peut entendre que je voulais un enfant, mais de là à vraiment en faire un, c'était autre chose. Donc quand j'ai annoncé ma grossesse, pourtant des personnes très proches de moi, de ma famille, ont eu des réactions qui m'ont surprise, voire choquée. Parce que ils ont pas eu la réaction que j'attendais, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aurais juste aimé qu'on me dise félicitations. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai plutôt eu l'effet mais comment tu vas faire? Voilà, l'effet inverse, quoi. Tu le savais, des choses comme voilà, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'effet de trop bien, félicitations, voilà. Il manquait un peu de positif, quoi. Voilà, le positif est venu après. Mais les premiers jets qui ont été arrivés, c'était pas des félicitations, c'était du questionnement, mais pourquoi? Est-ce que tu as réfléchi? Tu as bien réfléchi? Comment tu vas le vivre? Tout ça. Donc, la réaction de mes proches n'était pas celle que j'attendais, en tout cas. D'accord. Voilà. Après, au niveau médecin, tout ça. Dire corps médical. Voilà, corps médical, pour eux, je reste une femme handicapée, mais je reste une femme qui est avec un désir d'enfant. Et pour eux, ça paraissait entre guillemets normal que je veuille un enfant à un moment donné. Alors ça voulait dire d'avoir un suivi grossesse plus pour éviter, justement pour voir s'il y avait des risques et tout ça, mais il n'y avait pas de frein entre guillemets à ça. D'accord. D'autant plus que c'est pas comme si j'avais pas fait le nécessaire en faisant les tests génétiques et tout ça pour voir justement s'il y avait des risques pour mon enfant par la suite. Donc du coup voilà, moi quand j'ai annoncé ma grossesse, j'avais fait le chemin nécessaire pour pas qu'on me dise mais t'as bien réfléchi, t'as fait ce qu'il fallait. Voilà, j'ai voulu avoir un enfant en pleine conscience de ce qui était possible ou non et des risques que je prenais
en ayant un enfant, en ayant une grossesse, quoi. Donc c'était tout réfléchi, quoi. Oui, pour moi c'était tout réfléchi. Il y avait pas, mon handicap n'était pas un frein à être maman. Et la preuve en est aujourd'hui, 6 ans plus tard. C'est ça, 6 ans et demi plus tard. Voilà. Je suis maman d'un petit garçon. Et tout va bien. Et tout va bien. Et est-ce que, pour parler un peu du positif quand même cette fois, est-ce que tu as, je sais pas, une anecdote, un souvenir, quelque chose? C'est vrai que je t'avais pas demandé de préparer quoi que ce soit avant, mais est-ce que quelque chose te vient en rapport avec ton fils, un moment que vous auriez passé ensemble qui t'a marqué, quelque chose qu'il t'aurait dit et que tu penses encore avec plaisir, quoi. C'est qu'il y a tellement de moments Mhm. qu'un enfant peut apporter dans notre vie qu'on se dit ça, on va le garder toute notre vie. En fait, il y en a Du tellement. coup, il y en a tellement que c'est difficile de faire un choix sur un. Ça veut dire que tout ça, en fait, tout ce parcours depuis 6 ans et demi a été quand même assez positif. C'est ça. Bah, je suis passée quand même par des phases où ça allait pas, mais j'étais soutenue, j'étais épaulée. Enfin, j'étais pas seule dans tout ça. Mhm. Et puis même sans ça, une fois qu'on a un enfant, on se sent plus vraiment seul. Ouais. On développe un côté super maman que on peut difficilement, enfin moi en tout cas, qu'on peut difficilement louper quand je suis avec mon fils. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très protectrice, pardon. Tout va bien. Et donc du coup, voilà, je cache pas que, voilà, que mon fils, c'est ce que j'ai de plus cher entre guillemets à l'heure d'aujourd'hui, et que voilà, je peux pas me permettre qu'on fasse quoi que ce soit à l'encontre de mon fils. C'est le principe de la lionne. Bien sûr. C'est-à-dire que je protège le petit lionceau. Le petit lionceau. Voilà. Mais après, on a tellement vécu de choses depuis ces 6 ans et demi avec mon fils que c'est difficile de jauger sur une anecdote en particulier. D'accord. Il y a des moments de joie tous les jours, comme pour beaucoup de choses. Et du coup, voilà, c'est plein de petits moments. On a des moments avec des rituels à la maison, les moments de lecture, les temps où on est câlin, les temps où on fait des sorties, qu'on est à l'extérieur, parce que mon fils aime beaucoup les extérieurs. Ouais. Enfin, voilà, donc du coup, on est vraiment... Puis, on baigne aussi dans le handicap, parce que j'ai aussi un entourage avec des amis handicapés. Et du coup, en fait, pour lui, je pense que c'est même plus... Enfin, pour lui, c'est pas que ce soit normal, mais presque. Ouais. Le handicap, pour lui, oui, il sait qu'il y a quelque chose. C'est différent de celui de maman. Oui. Mais c'est normal. Il y a d'autres personnes avec d'autres problématiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, c'est un enfant, il découvre encore. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Puis, ayant une maladie évolutive, il en verra d'autres. C'est ça. mais du coup, il a l'air bien préparé pour ça aussi. Hein. Oui. Donc. Puis il est très protecteur lui aussi, lui-même de toute façon. Donc vous complétez bien. C'est un peu ça. Eh bien écoute, avant qu'on termine, est-ce que tu aurais quelque chose, soit rajouter un sujet qu'on n'aurait pas abordé, une question que tu voudrais poser un peu sur le tapis, ou au moins un mot de la fin ou quelque chose? Je dirais juste que pour les mamans en situation de handicap, enfin pour les femmes en situation de handicap, que moi j'ai une maladie, je suis myopathe, donc c'est une maladie qui touche les muscles. Je dis pas que la grossesse c'est facile, je dis juste que moi je l'ai merveilleusement bien accueillie et je l'ai super bien vécue. Si je devais le revivre, je le revivrais à 2000%. J'ai tellement aimé ça que voilà, je me dis une personne en situation de handicap, faut pas qu'elle s'arrête aux préjugés de se dire elle est handicapée, elle peut pas elle pourra pas avoir d'enfant, elle pourra pas. Enfin voilà, faut pas se bloquer là-dessus. Il y a vraiment tellement de choses à l'heure actuelle qui sont mises en place justement pour soutenir les mamans ou même les parents, parce qu'il y a aussi des papas en situation de handicap. C'est pas eux qui portent la grossesse, mais ils sont quand même là physiquement. Et du coup, c'est aussi important. Mais en tant que maman, le fait de porter la vie, entre guillemets, c'est tellement beau que je pourrais... j'ai du mal à me dire que c'est pas possible pour tout le monde. Après, il y a aussi le fait de vouloir des enfants, ça c'est autre chose. Mais voilà, le handicap n'enlève pas le côté humain.
mais quelqu'un qui veut devenir papa ou maman, enfin, c'est naturel, c'est la vie, entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà. Après, enfin, voilà. Pour moi, je dis, il y a pas de, faut pas se mettre de limites sur ça. Du moment que nous, on ressent que c'est possible, qu'on en a envie, et qu'on se donne les moyens de le faire, Il n'y a pas de barrière infranchissable. C'est ça, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout est faisable. Ça prend du temps. Des fois, on se dit, ben finalement, ça marchera pas, c'est pas possible. Puis ça vient quand on s'y attend plus. Ouais. Voilà. Bah, écoute, merci. C'était une conclusion très positive en tout cas, et très inspirante. Et pareil, là, une discussion très enrichissante. Et merci d'être venu témoigner. De rien, merci de m'avoir conviée.